Pour moi, il manque des petits détails dans chaque domaine. Voilà. Et il va bien évidemment les combler, parce que Félix a beaucoup de qualités, évidemment, des qualités physiques. Il a une tête bien faite. Son socle d'éducation, parce que je connais bien ses parents, est très fort, très bien fait. Salut Frédéric, comment ça va? Bonjour Alizé. Très bien, bel environnement, tout va bien, merci. Tu es l'entraîneur de Félix Auger-Aliassime, qui est 6e mondial à seulement 22 ans. Et cette année, il a gagné son premier tournoi, il en a gagné 4 même. Quel palier tu dirais qu'il a franchi cette année? Non, c'est sûr que c'est une superbe année, toujours pareil, remplie d'émotions, parce qu'il y a eu 4 victoires en simple, dont le premier Rotterdam. Après, voilà, pas mal de finales qui ont été difficiles à négocier. Plus de titres, même 3 titres par équipe, avec la Lever Cup, la TP Cup, la Coupe Davis. Toutes les épreuves par équipe. Voilà, il a bien coché un nombre important de cases, donc il a vraiment franchi un palier, je dirais surtout au niveau en termes de jeu, au niveau de la consistance dans son jeu. On savait Félix était capable d'avoir un jeu très performant. Mais là, depuis quelques années, depuis cette année évidemment, mais l'année dernière aussi, il a franchi un palier au niveau de la consistance dans les tournois et dans son jeu. C'est quoi l'objectif de progression maintenant? C'est toujours, tu connais le tennis, c'est toujours plus haut de toute façon. C'est sûr que les cases à cocher en termes de résultats, c'est un premier Master 1000, un vainqueur de tournoi de Grand Chelem et la place du numéro 1, c'est ce qui reste les étapes à cocher, à gravir. Et toi, tu as commencé à l'entraîner quand il avait 16 ans, donc c'était il y a 6 ans, il était 600e mondial à l'époque. Est-ce que tu as tout de suite vu son potentiel? Pas tout de suite vu, mais j'ai déjà entendu parler. Ah oui, tu avais entendu parler de son potentiel. Voilà, parce que j'entraînais un joueur canadien, Vacek Pospisil, avant Félix. Et c'était marrant parce que quand j'entraînais Vacek, 2 ans plus tôt, Luigi Borfiga, qui était le DTN au Canada, m'a dit « Tiens, regarde, il y a un jeune de 14 ans là, qui est en train de jouer en Challenger. » C'était au 2e tournoi de Challenger et j'avais regardé là justement sur... Déjà à 14 ans? Ouais, il avait passé un tour, il avait perdu sur Nishioka au 2e tour. Et non, ça jouait la bien, donc j'avais déjà entendu parler de son potentiel. Et comment ça s'est fait alors le début de la collaboration? Comment vous avez commencé à vous entraîner ensemble? Donc le timing s'est fait comme ça, comme j'entraînais donc Vacek, et on était arrivé sur 4 années où on sentait l'un et l'autre qu'on avait fait le tour de la question. Vacek était monté 25e mondial en simple et 4e en double, et on a dit tiens, je pense que le timing serait bon, lui aller trouver un autre entraîneur, et puis moi en même temps, Luigi Borfiga, on parlait de ce jeune Félix, qui était entraîné par Guillaume Marx au sein de la Fédération de Tennis Canada. Et donc ils avaient besoin d'être épaulés par un entraîneur qui avait l'expérience du haut niveau. Et ça s'est fait comme ça, en début 2017. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui sont impliquées dans l'entourage coaching de Félix. Et son père a l'air très impliqué, il y a Tony Nadal bien sûr. Ouais. Comment ça s'orchestre tout ça exactement? Donc effectivement, quand on a commencé en 2017, il était donc à Tennis Canada, vraiment, et donc c'était Guillaume Marx qui l'entraînait. Donc de 2017 à 2019, même jusqu'à 2020, on était à 2 coachs avec Guillaume Marx et moi. Son papa a arrêté de l'entraîner lorsqu'il est rentré à 14 ans à la fédération, mais a toujours été présent. Il garde un œil un petit peu distant aujourd'hui. Son papa est avec nous, c'est lui, évidemment avec sa maman aussi, mais c'est les racines du projet. Hein. Et comme son papa l'a entraîné jeune, il a toujours une académie qui marche bien. Puis bon, je dirais c'est vraiment les parents de Félix, c'est vraiment le socle de son éducation, c'est les racines. Et en tant qu'entraîneur, moi j'ai toujours associé les parents parce que c'est vraiment important comme on est toujours sur le circuit, d'avoir ce support émotionnel, mais aussi dans le cas de Félix, son papa tient les fondamentaux, ça c'est très bien. Ouais. Et comment s'est passée l'arrivée de Tony Nadal dans le staff au début de la saison sur terre battue en 2021? Félix souhaitait donc avoir qu'un seul coach entre guillemets à plein temps, avoir quelqu'un qui fasse le travail de tous les jours. Donc j'ai pris ce rôle-là de vraiment être le coach qui travaille au quotidien avec Félix, mais on a souhaité rajouter une personne, soit un ancien joueur, soit un entraîneur qui avait gagné déjà un ou des tournois du Grand Chelem. Donc on a fait une liste l'un et l'autre. Et Tony Nadal est venu en premier de nos 2 listes. Donc on
on l'a contacté, on a été le voir à Majorque en fin d'année 2020 et ça s'est fait comme ça, quoi. Donc il est venu consultant pour à la fois pour Félix en tant que joueur, mais aussi pour moi en tant qu'entraîneur. C'était les deux objectifs. Donc tu prends aussi des conseils de lui toi-même? Oui, je trouve que c'est, même auparavant, lorsque j'entraînais d'autres joueurs, j'ai toujours pris soin et je trouvais important d'avoir un œil extérieur, parce qu'on est entraîneur aussi, mais on doit aussi continuer à progresser, on a son projet d'entraîneur, entre guillemets, et d'avoir un œil extérieur, et évidemment, comme Tony Nadal qui a l'expérience qu'il a avec ses tournois du Grand Chelem avec son neveu, mais surtout aussi par rapport à, on a pris soin d'avoir quelqu'un qui avait des bonnes valeurs humaines, parce que le travail en équipe, c'est jamais facile, et on sait que Tony, il remplit ses cases. Et qu'est-ce que tu dirais qu'il apporte concrètement à Félix? Dans son jeu ou dans son mental, plus dans les deux? Je dirais déjà son charisme. Tony est quand même un charisme naturel, il a une confiance, il a apporté cette confiance pour Félix, ça c'est la confiance d'une légitimité par rapport au fait de... S'il est là avec moi, c'est qu'il croit en moi, c'est que je peux gagner un Grand Chelem. Sinon, surtout, il serait pas là. Surtout au niveau de ce que tu viens d'évoquer. Tu dirais qu'il y a une méthode Fontan? C'est quoi? Des fois, c'est vrai que j'essaie de me poser et de me dire, tiens, si j'avais à transmettre quelque chose, mais j'ai du mal, parce que je dirais qu'un entraîneur aujourd'hui est obligatoirement plus généraliste. Il doit avoir des capacités à pouvoir transmettre dans tous ces domaines, avoir un savoir-faire dans tous ces domaines, et après il va s'entourer d'experts. Il voyage combien de semaines? Il fait Roland Garros et l'US Open, et ensuite il fait Monte Carlo et Madrid. Voilà, pour l'instant c'était ça, puis ton terre battue, l'expérience. Et donc là c'est pour l'instant, sur ces 2 ans c'était ça. Puis après moi je suis régulièrement en contact avec lui, on va de temps en temps à Majorque, où là il est venu ici à Monte Carlo nous rendre visite pour qu'on échange, on échange sur les objectifs évidemment de l'année prochaine, sa vision, et ça c'est très bien. Et Rafa, il échange avec vous un peu ou pas du tout? Ou c'est encore très séparé, parce qu'il est séparé. Il est encore en activité. On a pu s'entraîner quand on était à Majorque avec lui. Ça devait être spécial ça, non? Ouais, bon, ça fait... Et du coup, Tony, il se mettait de quel côté? Avec nous. Ça devait le triple motivé, non? Bon, en même temps, il a cette maturité, je pense qu'il est passé après. Mais quand même, c'est marrant. Pour lui, ça va pas être évident. C'est pour ça qu'à Roland Garros, il nous avait prévenu avant. Si Félix jouait contre Rafa, il serait pas dans le box. Mais là, après au Master, voilà. Et on a gagné. Félix, il a eu des moments vraiment fulgurants ces dernières saisons, quand il a fait demi-finale à l'US Open à Wimbledon en 2021. On se souvient de son match à Roland Garros contre Rafa, probablement le plus dur, je sais pas, avec Zverev si c'était le plus dur ou pas en 2022. Et à la fois, il lui manque ce petit cap à passer. Qu'est-ce que tu dirais qu'il manque pour y arriver? Pour moi, il manque des petits détails dans chaque domaine. Voilà. Et il va bien évidemment les combler, parce que Félix a beaucoup de qualités, évidemment, des qualités physiques. Il a une tête bien faite. Son socle d'éducation, parce que je connais bien ses parents, est très fort, très bien fait. Et puis après, il a maintenant, au fil du temps, il a quand même cette volonté de travail, je veux dire, que ce soit victoire ou défaite, moment difficile, bon moment, il s'est resté égal, les pieds sur terre, il travaille, il s'intéresse aux choses, il aime le tennis, il veut, des fois il est un peu trop perfectionniste, mais il est en train de gommer les côtés négatifs d'être perfectionniste, d'être des fois d'être trop exigeant et trop dur avec lui-même. Donc voilà, il lui manque plein de petites choses, un peu de travail technique, un peu d'identité tactique plus claire, continuer à progresser physiquement. Et puis surtout, en fait, ce qu'il est en train de faire, puisqu'il a battu tous les membres du Big Four maintenant. Donc cette espèce d'être dans le costume de celui qu'il a envie d'être. Oui, il a l'air agréable à entraîner de ce que tu dis. Il a beaucoup de choses pour lui, et en même temps, il sait rester concentré sur l'essentiel, là où il veut aller, quoi. Et tu parlais du fait que le fait d'intégrer Tony Nadal, ça lui donne cette possibilité d'y croire. Est-ce que le fait aussi que Carlos Alcaraz joue aussi bien là à un jeune âge, ça puisse soit le titiller, soit le booster, ou avoir un effet positif sur ses croyances aussi? Oui, définitivement. Cette émulation positive entre les joueurs, là, on le voit, de toute façon, quand il y a des résultats,
voilà, des autres joueurs avec qui il va être en compétition de toute façon, hein, pour ses victoires de Grand Chelem, cette passe de numéro 1, Tsitsipas, Alcaraz, donc tout de suite, tac, tac, c'est un petit bateau, là, ça réagit vite, hein, c'est sûr. Et tu le disais tout à l'heure, les épreuves par équipe dans lesquelles il a brillé, l'ATP Cup, la Lever Cup, la Coupe Davis, il a dit lui-même que ça lui avait donné beaucoup de confiance. Il a battu Novak Djokovic, Carlos Alcaraz justement lors de ces compétitions. Pourquoi tu dirais particulièrement qu'il brille lors de ces compétitions en équipe? Est-ce que ça veut dire quelque chose de son caractère? Est-ce qu'il joue plus relâché dans des moments comme ça? Oui, il y a plusieurs facteurs. D'ailleurs, en début d'année, on avait décidé, et moi en tant qu'entraîneur, voilà, et toute son équipe, on avait décidé de ne pas jouer la Coupe Davis. Et puis finalement, c'est Félix qui est revenu vers nous avec des arguments qui étaient très bons. Et donc après, on l'a suivi, etc. Ces arguments de dire, bah, tiens, j'ai envie d'être le leader voilà, de mon équipe, de mon pays. J'ai envie de redonner aussi à mon pays. Au Canada, et ça c'est ce que caractérise Félix. Il aime bien aussi ce partage, faire plaisir aux autres, et avec voilà, en Coupe Davis c'est très bien ressorti, ou en ATP Cup en début d'année, il se transcende un peu parce qu'il y a une force supplémentaire, une énergie encore plus importante. Ça c'est Félix aussi, hein. Avant tout ça, il y a une dizaine d'années, donc en 2012, je crois, tu es parti donc, travailler à la Fédération canadienne, mais avant, tu travaillais en France. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette fédération? Oui, de toute façon, en 2011, j'avais travaillé pendant 11 ans avec Jérémy Chardy, que j'avais formé, puisqu'il est de Pau aussi. Voilà, et en fait, à cette... Tu as Caroline Garcia aussi entre les deux, non? Voilà, c'est ça. En 2011, avec Jérémy Chardy, ça s'est arrêté en janvier 2011. Et donc la fédération... m'a proposé de travailler avec Caroline Garcia, donc de mars 2011 jusqu'à peu près, ça a duré 1 an et demi, donc c'était jusqu'en mi-2012. Je tiens sur un point, c'est que j'ai toujours été un entraîneur freelance, quoi, indépendant. Je travaillais pour des semaines pour la Fédération française et ensuite pour la Fédération canadienne à la fin de ma collaboration avec Caroline Garcia, où Luigi Borfiga m'a appelé en fin 2012 il m'a dit, tiens, il y a un jeune Canadien qui avait 21 ans à l'époque, qui était 150e mondial, qui pensait qu'il avait des qualités pour entrer dans les 100 premiers. Il parle de Vacek? De Vacek Pospisil, ouais. Et donc là, voilà, j'avais accepté, j'avais commencé à travailler en freelance. Voilà. Donc c'est plus le fait d'avoir été appelé par certains joueurs que par une fédération ou un pays? Dans le cas de Caroline Garcia et de Canada, c'est la fédération qui m'a contacté pour travailler dans un projet individuel. Ouais. Et Jérémy Chardy, tu l'as entraîné très jeune. Tu l'as eu enfant, c'est ça? Jérémy, on a commencé, il avait 12 ans. 12 ans, ouais. 12 ans. Et Félix, tu l'as eu à 16 ans. Ouais. C'est quoi la différence entre entraîner un si jeune joueur versus un top 10 ou un joueur qui est déjà accompli? Ce qui était vraiment très intéressant pour moi, c'est avec Jérémy. Bon, j'avais arrêté ma carrière de joueur. Et donc là, c'était un peu, entre guillemets, un projet commun, quoi. C'est-à-dire que moi, en tant qu'entraîneur, j'avais envie de redonner. Jérémy, il avait des qualités, moi, de ce que je trouvais, des belles qualités à 12 ans. Ça m'a vraiment beaucoup servi en tant qu'entraîneur de développer un joueur de l'âge de 12 ans jusqu'à 31e mondial. On fait toutes les étapes et ça, c'est très enrichissant. Donc là, l'entraîneur est vraiment le maître d'œuvre à cet âge-là, puisque l'enfant, l'adolescent, c'est une éponge, il fait confiance, on peut mettre en place vraiment une vision à moyen terme, on a le temps de mettre les choses en place, alors qu'un entraîneur de haut niveau qui entraîne un joueur top 10, là c'est vraiment un rôle différent. C'est-à-dire que là, à part avec Félix, on a commencé déjà à 16 ans, où il y a quand même encore de la construction, mais quand on entraîne après un joueur de ce niveau, avec Vacek, on est dans le top 30 ou Félix dans le top 10, là on devient plus un manager, parce que là, il y a une équipe qui est assez conséquente. Nous, avec Félix, il y a 2 physios, il y a un préparateur physique. Donc les physios, c'est Andrés Vial, qui est chilien. Il y a Bernard Nivet, qui est de Monaco, qui est aussi un ostéopathe. Il y a Nicolas Perrotte, qui est le préparateur physique. Il y a l'agent de Félix, Bernard Duchesneau. Il y a une personne pour les médias, Sophie Boussenac. On a aussi travaillé avec quelques consultants pour les statistiques. C'est une vraie petite entreprise. Voilà, ça, l'entraîneur a plus un rôle de manager. C'est toi qui manage un peu tout ça, c'est toi un peu le chef d'orchestre. L'équipe sportive, okay. Voilà, l'équipe sportive, donc c'est de bien faire passer sa vision. Voilà, vraiment comme il y a beaucoup de tournois à ce niveau-là, beaucoup de tournois, des attentes, donc
Ça se joue sur des petits détails, sur la programmation, sur plus de l'aspect après gestion de la programmation des entraînements, des compétitions, les petits détails au niveau de la préparation mentale. Donc là, on est entre guillemets, on est plus dans le résultat. On n'a pas trop le temps de travailler. Il n'y a pas tant de semaines que ça. Donc cette alchimie, il faut bien la faire parce qu'un joueur comme Félix, il est encore jeune, il faut quand même continuer à développer. Donc voilà. Et quand on est entraîneur dans la formation, ouais, et je suis justement content de cette expérience d'avoir fait ce travail avec Jérémy, ou quand j'avais mon académie où j'avais d'autres joueurs, c'est cette capacité à manier le fait de développer son joueur techniquement, tactiquement, de savoir combien de temps il va falloir pour faire bouger un coup techniquement. Voilà, et ça m'a aidé après pour le très haut niveau, justement, de cette gymnastique là. Comment ça s'orchestre tout ça? Donc tu as dit qu'il y avait 2 physios, un entraîneur physique. Vous avez un data scientist aussi? Oui, tout à fait. C'est aussi une personne qui s'occupe d'avoir toutes les statistiques des matchs de Félix. Et il est que pour Félix? Non, pour d'autres personnes aussi. Et comment ils se répartissent les rôles, les physios et Donc là, on est toujours pareil pour couvrir, comme c'est très important que Félix soit suivi par les physios. Et donc ils se partagent 25 semaines chacun. On a un Chilien et un Monégasque. Et puis le préparateur physique qui vient essentiellement dans les phases d'entraînement physique, là, quand on a du temps pour s'entraîner. Et puis évidemment, de temps en temps en tournoi pour avoir les mains dans la pâte, voir quand même, ça c'est important. Et toi, tu fais combien de semaines par an? Pas mal, plus de 40 semaines. Entre le moment où tu as entraîné Jérémy Chardy entre 1999 et 2011 et maintenant Félix Auger-Aliassime, j'imagine que, évidemment, le tennis masculin a énormément évolué. Comment tu adaptes ta vision, toi? Comment tu l'as fait évoluer pour avoir un temps d'avance finalement? De toute façon, c'est vraiment là on est dans le rôle de l'entraîneur. L'entraîneur, il est toujours rarement dans le moment présent. Il a le temps de savourer, mais il est toujours en train de parce que le point de départ, c'est la vision. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer son joueur par rapport à ses objectifs, comment il va devoir être en place techniquement, tactiquement, physiquement. Donc le fait de s'intéresser évidemment beaucoup au tennis, d'avoir l'historique du tennis. On sait que dans les années 90, il y a une accélération, les joueurs sont devenus plus agressifs, hein, ça j'ai vécu en tant que joueur, il n'y avait plus de place pour des faiblesses ou jouer, être passif. Ça c'est la transition des années 90. Et puis après, la grosse évolution dans les années début des années 2000, voire 2010, ça a été le mouvement, le déplacement sur le court. Évidemment, Djokovic a été le premier joueur, mais on le voyait déjà quand j'étais avec Jérémy, il faisait ses exercices de mobilisation, de stretching. Et puis après, tous les joueurs sont mis à glisser sur le terrain, même sur dur. Il n'y a que Djoko pour l'instant sur herbe qui arrive à le faire. Donc tout ça, il faut s'intéresser au tennis et implémenter ça dans sa vision avec son joueur pour dire, tiens, de toute façon, pour évoluer, toujours être en perpétuelle évolution, il faut être un temps d'avance sur ce qui va se faire. Donc là, aujourd'hui, je dirais... Évidemment, avec Félix, c'était cette vision de travailler, d'implémenter ça à 16 ans, ses mobilités, cette capacité à se déplacer, parce que déjà, tout le monde sert bien. Hein, oui, j'allais dire, il n'y a pas le service aussi qui a pris une place totalement prépondérante. Voilà, ça s'est même fait encore avant, quoi. Hein, tous les joueurs ont servi plus de 200. À mon époque, c'était Sampras, Becker qui servaient Ivanisevic, mais maintenant, c'est tous les joueurs qui servent au-dessus de 200. Ça, c'est le standard. Devenu la norme. Maintenant, ce qui est en train de venir, c'est que beaucoup de joueurs sont performants sur un match, quoi. Là, c'est ce qui se passe en ce moment, comme l'information passe vite sur les méthodologies d'entraînement en préparation physique, les techniques avec les vidéos, les statistiques tactiques. Il y a très peu d'erreurs parce que les statistiques vont être d'une grande aide pour l'aspect stratégique du jeu. Donc après, maintenant, la marge de progression, on va dire, c'est tout ce qui se passe dans le cerveau, les neurosciences. Donc on est vraiment, en tant qu'entraîneur, on doit être au courant de ce qui va se passer, ce qui se passe maintenant, ce qui va se passer dans 5 ans. Et ce que je disais avant, l'évolution, je trouve là depuis quelques années, c'est que sur un match, un top 50, top 60 peut battre un top 10 et ça va être de plus en plus fréquent parce que les joueurs ont des coups très performants, sont prêts physiquement. Évidemment, sur l'année, il y aura toujours la consistance qui fera la différence avec les autres. Et donc, il faut être prêt tout de suite. Il n'y a pas de tour facile. Exactement. Un peu de marge en grand chelem parce qu'il y a 5-7, mais il y en aura de moins en moins. Donc c'est cette capacité encore à être un temps d'avance et dans la préparation, être prêt dès le premier tour. Comment la neuroscience va aider le tennis? En préparation physique, les méthodologies maintenant circulent. Il y aura peut-être des choses nouvelles qui vont arriver. En technique, avec les vidéos, les ralentis, cette information, ce savoir-faire, il est partagé dans le monde entier par rapport à ça.
La tactique, pareil, avec les statistiques, avec toutes les stats qui vont sortir, ou même pendant les matchs, on peut voir en live pour les spectateurs, voilà, quel kilomètre, où est-ce que le joueur va frapper la balle, en pourcentage, dans les zones, etc. Donc la marge de progression, elle est évidemment dans ce qui se passe dans la tête, dans le cerveau. Et c'est vrai que les neurosciences, avec certaines techniques, certains outils, avec la vision 3D qui va arriver, il y a des nouvelles technologies. Tout ça pour entraîner le cerveau comme un muscle, comme on le fait pour un quadriceps. La marge de progression, pour l'instant, elle est pas mal là, quoi. Ouais. Ils proposent ça de plus en plus dans les académies, j'ai remarqué. Alors après, voilà, il faut épuisant. essayer. T'as pas l'habitude. Puis même des fois, ça donne un peu le mal de mer. On a essayé quelques-uns, mais c'est intéressant, quoi. Mais tu ressens effectivement exactement la même chose que quand tu es sur un cours de tennis. C'est qu'il y a un moment donné où tu es là, vas-y, c'est bon, ça me saoule. Non, vas-y, reste. Et puis tu travailles ta résilience. Concentration, voilà. Et ta concentration, exactement. C'est ça. Donc là, il y a certainement une marge de progression. Ce que fait Djoko, lui, bon, il a fait la méditation, il le fait un peu partout, mais c'est... Ouais, mais je suis sûre qu'il fait déjà plein de trucs comme ça. Oui, il a essayé déjà. Qu'il ne peut pas trop partager. Lui, il en avance partout. C'est pour ça, c'est ce travail-là aussi. Tu as aussi eu ta carrière de joueur professionnel, tu as été 59e mondial. Est-ce que ça a été dur d'arrêter? Non, ça n'a pas été dur parce que j'ai pas réussi à rester à ce niveau-là suffisamment longtemps. Ça s'est fait naturellement parce que j'étais plus dans les 100 premiers. Depuis pas mal d'années, j'ai essayé de faire le tour. La question, j'ai pas réussi à trouver, j'étais pas assez fort tout simplement pour... mais par contre, ça m'a permis de réfléchir et de m'améliorer. Ça m'a servi pour ma carrière d'entraîneur. Et puis on arrêtait... C'était rare de s'arrêter après 30 ans. Dans les années 90, on arrêtait plutôt avant 30 ans. Parce que vous étiez moins préparé physiquement. Exactement. La grosse différence que j'ai pu noter, c'est que maintenant, il y a plus de moyens financiers. Donc les joueurs ont tous leur physio pour faire les mobilisations articulaires, la prévention des blessures, quoi. Ça c'était un gros point. Et comment elle est née ta passion pour le tennis, toi? Bon, mon père joue au tennis, c'était à 15 de juin, mais c'est vrai que les matchs, ce qui m'a marqué, c'était les matchs Borg-McEnroe, quoi, d'avoir vu ça à la télé. C'est ça qui m'avait fait accrocher au tennis. Et la transition joueur-coach, ça s'est fait naturellement? Ouais, naturellement, parce que je dirais que j'ai plus de qualité naturelle pour être coach que pour être joueur. Tu le savais déjà? Non, je ne savais pas. Mais ça s'est fait naturellement parce que j'ai toujours quand même aimé ce côté d'être à l'écoute de l'autre, de transmettre. Ça, c'est quelque chose qui est plus naturel pour moi. Et puis aussi ce côté construction, quoi. Ce côté construction d'entraîneur où voilà, c'est comme un architecte, quoi. Il y a de la matière, il faut avoir une vision, mettre en place les choses comme un puzzle, quoi. Ça, c'est bien. Ouais. Bon, merci beaucoup et on vous souhaite une belle saison alors avec Félix. Ouais. Et après cette superbe préparation ici à Monaco. Ouais, et c'est reparti, on passe à autre chose. Et c'est reparti, comme d'habitude. Merci Alizé.